Bienvenue à Cabbagetown, qui est mon patelin. Je vis dans ce coin-ci. On est dans la banlieue, pas vraiment la banlieue, mais on est au centre-ville de Toronto, mais plutôt à l'est du centre-ville de Toronto, c'est-à-dire sur la rive ouest de la rivière Don, finalement. On est dans Cabbagetown, qui est finalement un petit quartier de Toronto qui a été établi dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais d'abord, on va aller très loin dans l'histoire. On va retourner dans l'ère de la glaciation, finalement. Jusqu'à il y a à peu près 12 000 ans, où on est présentement, était recouvert de glace pendant la période glaciaire. Et puis finalement, les glaces se sont retirées environ 12 000 ans. Et puis finalement, en se retirant, ça leur a ramené du terrain, ça leur comment dirais-je, aplati certains endroits et tout ça. Mais aussi, il y a des ruisseaux et des rivières qui se sont créés et des ravins qui se sont créés. Puis finalement, on est à côté d'un de ces ravins-là, qui est peut-être un des plus importants dans la région de Toronto, c'est-à-dire la vallée de la rivière Don. Et tout près de nous, ici, à côté d'ailleurs, on a aussi un autre ravin qui s'appelle aujourd'hui, les gens connaissent ça par le Rosedale Valley Road, c'est-à-dire c'est un chemin qui a été tracé au fond d'un autre ravin qui lui qui est un petit ruisseau qui commence finalement dans le nord-ouest de la ville et qui fait son chemin jusqu'ici. Et éventuellement, c'est un tributaire de la rivière Don et puis arrive ici et se jette dans la rivière Don. Et la rivière Don, à partir d'ici, descend jusque vers le lac Ontario, finalement. C'est important de mentionner tout ça parce que, justement, c'est le réseau de rivières qui a, jusqu'à un certain point, fait que donner l'aspect de Cabbagetown que l'on connaît et dont on va parler surtout aujourd'hui, c'est entre autres, par exemple, l'aspect industriel de Toronto. Mais avant d'aller là, je pourrais peut-être vous parler du fait qu'au niveau de l'évolution des villes de Toronto, Toronto a été établi à la fin du 18e siècle, c'est-à-dire dans les années 1790. C'est John Simcoe, qui est le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui établit Toronto ici où on est aujourd'hui. Mais la ville était plutôt très près du lac, finalement, et n'était que quelques pâtés de maisons d'est en ouest. À un certain moment, la limite nord de la ville était la rue Queen. Donc, au nord de la rue Queen, Simcoe a décidé d'occuper plusieurs terrains en certaines largeurs qui représentent d'ailleurs les rues qu'on a aujourd'hui, la rue Parliament à la rue Sherbourne, à la rue Jarvis, qui eux étaient justement les vieilles limites des parcelles de terrain que Simcoe a données à ses amis qui sont devenus effectivement l'élite de Toronto. La partie où on est ici, Simcoe a gardé pour lui-même, il l'a donné à son fils Francis, qui avait 3 ans à l'époque. Ça explique certaines choses, comme par exemple, on a une station de métro qui s'appelle Castle Frank. Bon, Castle Frank, comme je vous dis, c'est la parcelle de terrain que Simcoe avait donnée à son fils Francis, qui avait comme surnom Frank. Les Simcoe ont construit une maison de campagne qui était de l'autre côté de la vallée ici, qui était Castle Frank, que certains d'entre vous connaissez probablement justement à cause de la station de métro. Le Castle Frank faisait partie du terrain qui appartenait à la famille Simcoe et ça incluait le terrain où on se tient aujourd'hui parce que ça allait jusqu'à autour de la rue Carleton. C'était d'abord, comme je vous dis, la maison de campagne des Simcoe. On a des références de ça par la femme du lieutenant-gouverneur Simcoe qui s'appelle Elizabeth Simcoe, qui a tenu un journal très intéressant qui parle beaucoup de choses qu'elle a fait ici à Toronto, où à l'époque, il appelait l'endroit, il l'appelait York, mais elle parle, par exemple, de pique-niques qu'il faisait tout près de la rivière, ce genre de la rivière Don et tout ça. Et puis finalement, elle fait énormément de peintures de Toronto ou de York à l'époque, des aquarelles surtout qu'elle a fait. Puis je vous montrerai une aquarelle qu'elle a fait de Castle Frank, qui est assez intéressant. Le mot Castle est quelque chose pour en rire un petit peu parce que c'était une maison de bois. Il leur avait mis des colonnes sur le devant pour avoir l'air d'un temple grec. Mais tout ce que c'était une maison de bois à la campagne. Quand les Américains ont envahi Toronto pendant la guerre de 1812 et qui a continué jusqu'en 1813,
Paraît-il que les Américains ont trouvé des cartes de la ville de York et ont vu sur la carte Castle Frank. Ils se sont dit « Wow, il y a un château, allons le piller ». Et puis finalement, les Américains, de peine et de misère, se sont rendus jusqu'au Castle Frank pour se rendre compte que ce n'était qu'une cabane de bois abandonnée à l'époque. Comme vous pouvez voir, on est dans un beau petit parc, ça s'appelle le parc Wellesley, parce qu'on est à l'extrémité est de la rue Wellesley. Ce petit parc-là n'a pas toujours été aussi bucolique qu'il en a l'air aujourd'hui, parce que à l'époque, derrière moi, ça aurait été un parc industriel, dans le sens où, comme je vous disais, la rivière a eu un énorme impact sur le développement de Toronto et de Cabbagetown, parce qu'éventuellement, les autorités de la ville ont décidé de faire la rivière un parc industriel, dans le sens où, à partir du milieu du 19e siècle, dans les années 1850, on a eu toutes sortes d'industries se sont installées le long de la rivière. Pourquoi? Entre autres parce que c'était facile de jeter ses déchets et toutes sortes de choses dans la rivière, des produits toxiques ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucune loi anti-pollution à l'époque, alors ce qui fait que la rivière s'est polluée très rapidement. Et puis pendant tout près de 100 ans, c'était une rivière qui n'était pas vraiment fréquentable, si on veut. Mais derrière moi, juste pour vous donner un exemple de ce type d'industrie-là, c'était une fabrique de colle. C'était un dénommé Peter Lamb qui a établi cette fabrique de colle-là dans les années 1850. Et puis son fils, Daniel Lamb, a pris le contrôle dans les années 1860. C'était une industrie très polluante dans le sens où on faisait de la colle, bien entendu, en utilisant des carcasses d'animaux, surtout des chevaux et du bétail. Et puis finalement, on brûlait et tout ça. Donc, vous imaginez la senteur, la fumée, toutes sortes de choses. Et aussi les produits chimiques, comme il y avait une tannerie aussi sur les lieux. Donc, il y avait une utilisation de produits chimiques qui était très toxiques, très intense. Et puis ces sauges-là étaient jetés dans le petit ruisseau qui passait par ici. Et le petit ruisseau allait se jeter dans la rivière d'Orne. En 1888, notre industrie brûle, et puis Daniel Lamb décide de ne pas reconstruire, et puis finalement donne le terrain à la ville pour en faire un petit parc. Il s'est gardé cependant le droit d'utiliser la brique pour construire les maisons que l'on voit, qui s'appellent Hillcrest Park. Donc, c'est devenu un parc. Entre autres, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées ici pendant la construction du métro de Toronto. On a fait de l'emplissage de cette terre-là ici, finalement. Juste pour vous donner une idée où est-ce qu'on se retrouve ici, on est justement tout près de la vallée de la rivière d'Orne. Juste en bas ici, c'est au coin de la Rosedale Valley Road et de la Bayview Extension. La rue Bayview a été construite au nord de Saint-Clair dans les années 1930. Mais après, quand on était à construire le Don Valley Parkway que l'on entend à la distance ici, qui est une grosse autoroute nord-sud de Toronto, qui amène les gens au centre-ville à partir de la 401, ça faisait partie du complexe d'ajouter l'extension à la rue Bayview.
Une chose qui est intéressante aussi, c'est que dans les années 1800, à la fin des années 1880, début 1890, les autorités municipales ont décidé de canaliser la rivière croyant que ça allait régler les problèmes de pollution, mais ça n'a pas été le cas. Puis ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Eh bien, ici, on est dans la nécropole, finalement, qui est un des plus vieux cimetières de Toronto, qui est encore en opération. Il a ouvert en 1850. Finalement, c'était un des cimetières de Toronto qui était non confessionnel, c'est-à-dire qu'à l'époque, les cimetières étaient soit anglicans, soit catholiques, soit juifs ou autrement, alors qu'ici, tout était permis. Tout le monde pouvait venir se faire enterrer ici. La première personne à se faire enterrer ici s'appelait André Porteus. Et finalement, André Porteus est mort en décembre 1849. Et puis finalement, le sol était gelé, on ne pouvait pas creuser sa tombe. Et puis finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entreposé M. Porteus pendant plusieurs mois, puis on l'a enterré finalement en mai 1850, après que la terre ait eu dégelé. Mais on a quand même aussi des gens qui sont assez importants, qui sont enterrés ici. Des gens comme par exemple Jack Layton est enterré ici. On a aussi William Lyon Mackenzie, qui est le premier maire de Toronto, qui est aussi le leader de la rébellion du Haut-Canada en 1837, qui ont quand même toute une quantité de personnages assez intéressants qu'on peut retrouver ici. Aussi, comme vous pouvez voir, c'est un très beau cimetière. Ils appellent ça un cimetière pittoresque, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir seulement des tombes qui sont enlignées les unes avec les autres, on en a fait plutôt un parc qui permet quand même probablement aux gens de la réflexion. Il faut se rappeler aussi qu'à la fin du 19e siècle, ou la deuxième moitié du 19e siècle, on était à l'époque victorienne, et puis le mari de la reine Victoria, le prince Albert, était mort dans les années 1860, et puis la reine est allée dans une période de deuil qui a duré pour le reste de sa vie, et puis donc tout ce qui était funéraire était très populaire à la fin du 19e siècle, finalement.
On est ici devant la chapelle de la nécropole. Finalement, la nécropole a été ouverte en 1850. Cependant, la chapelle a été construite un petit peu plus tard, en 1872, par un architecte de Torontois très connu qui s'appelle Henry Langley, et qui est d'ailleurs enterré ici dans le cimetière. C'est une chapelle de style gothique ou néo-gothique. Finalement, ça rappelle un petit peu les cathédrales du Moyen Âge à cause des fenêtres et tout ça. Alors, c'est très beau. Là, sont en briques locales. Et puis, comme vous pouvez voir, on a quand même un clocher assez intéressant et tout ça. Et puis, à l'intérieur, il y a encore des funérailles qui se passent. Et puis, ensuite de ça, on va enterrer le défunt. Et puis, c'est en fait aussi, c'était le premier crématoire du Canada a été ouvert ici en 1933. Il ne fonctionne plus maintenant, mais il était ici. Une autre chose qui est intéressante, l'arbre juste derrière moi, c'est un ginkgo, qui est un arbre quand même relativement rare. On me dit que ces arbres-là existaient du temps des dinosaures. Alors, pas cet individu-là, mais le type d'arbre. En fait, c'est assez intéressant, des petits détails comme ça. There's a blue plaque ici. On est maintenant seulement à quelques centaines de mètres du petit parc où on était tout à l'heure. Puis je vous ai parlé de Daniel Lamb, qui était le riche industriel, qui était le propriétaire de la fabrique de colle. Voici sa maison. Son père avait d'abord construit la maison au tout début, dans les années 1850, quand ils ont ouvert la fabrique, mais éventuellement, en 1867, en fait, donc ça fait 150 ans que la maison a été agrandie et Daniel Lamb y a emménagé avec sa femme en 1867, finalement. Et puis, la maison a été restaurée d'une façon très significative par différents propriétaires. Ce qui arrive, c'est qu'au cours des ans, elle avait quand même été tombée en désuétude, mais maintenant, elle est toujours habitée. Et puis, c'est une de nos belles maisons de Cabbagetown, finalement. On a des plaques un peu partout. C'est ce qu'on appelle le Cabbagetown People Program. C'est un programme où on a fait de la recherche sur des personnes remarquables qui ont vécu à Cabbagetown et tout ça. Puis on en a à peu près 50 dans tout le voisinage. Et puis finalement, ça raconte aussi que Cabbagetown a été un lieu où des personnages intéressants ont vécu, comme par exemple, on a une personne qui est devenue éventuellement, qui a reçu le prix Nobel de physique. On a aussi un acteur qui a gagné un Oscar. Alors, c'est assez intéressant ce qu'on a pu faire, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point Cabbagetown a été, comment dirais-je, un endroit où des artistes et puis des personnalités assez importantes et intéressantes ont finalement décidé de s'établir. Puis on est ici dans le parc Riverdale, qui est un des beaux parcs de Toronto. Finalement, c'est pas le plus gros, mais c'est assez grand. Le parc du côté ouest de la rivière Don, et aussi il y a un autre parc du côté est de la rivière Don. Cabbagetown a été pendant longtemps une espèce d'endroit où on retrouvait plusieurs services municipaux et publics. Par exemple, on a parlé des cimetières, on est ici dans un parc, et aussi il y a des années 1890 aux années 1974, il y avait un zoo. Le premier zoo de Toronto était ici, il s'appelait le Zoo Riverdale. Il y avait toutes sortes d'animaux qui vivaient dans des conditions assez terribles. C'était quand même un service de la municipalité qui était quand même assez important. Notre ami Daniel Lamb, dont on a parlé tout à l'heure, après la destruction de sa manufacture de colle, est entré en politique, est devenu conseiller municipal. Et finalement, c'est sous son égide qu'on a ouvert le zoo de Toronto, qui s'appelait à l'époque le Riverdale Zoo. Enfin, on avait toutes sortes d'animaux. Paraît-il que le week-end où
où on a finalement eu un éléphant. Il y avait 10 000 personnes qui ont pris la file pour pouvoir venir voir l'éléphant et tout ça. Alors, c'est assez intéressant. Comme je vous dis, cependant, en 1974, ça ferme. Les animaux qui restaient ont été rapatriés au nouveau zoo qui est maintenant à Scarborough. Et puis finalement, l'endroit ici a été vide pendant quelques années et puis on l'a réaménagé comme parc. Mais derrière moi, comme vous pouvez probablement voir, c'est la ferme. Je veux dire, on est passé d'un zoo à une ferme. Finalement, c'est une ferme assez intéressante dans le sens où on a essayé de reproduire des édifices tels qu'ils étaient autour des années 1900. Et puis la même chose pour les animaux, les poules, les vaches et tout ça qu'on leur trouve ici au centre-ville de Toronto sont des types d'animaux que l'on retrouvait autour des années 1900. Alors c'est assez intéressant, vous pouvez venir faire un tour, aller voir. Le printemps, on a des brebis, des petits agneaux et tout ça. Alors c'est quand même assez grand. C'est pas aussi grand que le zoo à l'époque, mais c'est quand même un parc qui est assez intéressant à visiter. On est ici devant la coopérative Spruce Court. Ce qui est intéressant avec la coopérative Spruce Court, c'est que d'abord, il faut se rappeler qu'au début du 20e siècle, Toronto grandissait par bond, et puis il y avait des industries, comme j'ai expliqué, qui se développaient le long de la rivière et tout ça. Et puis finalement, il y avait les gens venaient à Toronto pour des emplois, pour se trouver du travail. Et puis finalement, ces gens-là avaient besoin de logement, et puis c'était une des choses qui était déficiente à Toronto. Il y avait très peu de logements pour personnes qui avaient peu de moyens. Donc, des groupes de financiers et de philanthropes se sont mis ensemble pour créer ensemble la première coopérative ou la première coopérative de logement à prix modique au Canada, qui s'appelle Spruce Court, ici, qui est derrière moi. Les plans ont commencé au début des années 1910. On a commencé la construction autour de 1914. Cependant, à cause de la Première Guerre mondiale, on n'a pas pu emménager, disons, avant les années 1920. L'architecte est un architecte assez renommé qui s'appelle Eden Smith, qui a fait des centaines, sinon des milliers d'édifices ici à Toronto, et puis c'est son style très particulier qu'on a derrière nous. Bon, on est ici sur la rue Sumac, et puis finalement, l'édifice derrière moi est un édifice quand même assez important dans l'histoire médicale au Canada. En fait, c'est une des premières écoles de médecine pour femmes. Faut se rappeler qu'au 19e siècle, les femmes avaient à peu près pas de statut, dans le sens même les femmes ne pouvaient même pas voter. Alors, qu'elles puissent avoir une école de médecine était quelque chose qui était quand même relativement difficile à admettre. Il y a eu énormément d'opposition. Et puis c'est Emily Stowe qui a réussi, à force de mettre son poing sur les tables pour éventuellement être capable d'avoir une école de médecine pour femmes ici à Toronto, qui était associée avec d'autres écoles de médecine, mais aussi associée avec l'hôpital qui était juste à côté ici. Parce qu'à l'époque aussi, on croyait que les femmes devaient rester à la maison, dans la cuisine, mais aussi
peut-être infirmière, mais certainement pas docteur. Mais enfin, à force de pousser et de pousser et de pousser, on a réussi ici à ouvrir une école de médecine qui est un collège finalement de médecine pour femmes. D'ailleurs, le collège éventuellement a déménagé et finalement ce qu'il est devenu, c'est qu'il est devenu le Women's College Hospital que plusieurs Torontois connaissent très bien, qui est un des gros hôpitaux ici à Toronto, qui a changé d'endroit un peu partout, mais qui est maintenant qui a un nouvel édifice tout près de Queen's Park. Donc le mot college qui se retrouve dans Women's College vient de l'édifice qui est derrière moi finalement. On est ici sur la rue Geneva, qui est finalement une rue où on retrouve des petites maisons qui étaient bâties à l'époque justement pour abriter des travailleurs qui travaillaient dans les différentes industries du coin. Ce sont des petites maisons qui sont faites selon le style de Second Empire, avec un toit à mansarde finalement. Quand on pense de toit à mansarde et l'édifice du Second Empire, on pense aux grosses maisons de Paris à 5 ou 6 étages, alors qu'ici on se retrouve avec des petites maisons à 2 étages, mais elles sont quand même très jolies. Vous allez remarquer que cependant, malheureusement, certaines des fenêtres ont changé au cours des ans. Cabbage Town maintenant a été désigné pour ne pas que ça continue à arriver, dans le sens où maintenant, les gens qui veulent faire des rénovations à leur maison doivent maintenant avoir des permis particuliers. Les gens de Cabbage Town aiment beaucoup leur jardin. Le mot Cabbage Town, en fait, le nom du quartier vient du fait qu'à l'époque, les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens faisaient pousser des légumes devant leur maison pour pouvoir survivre. Et puis souvent, ils faisaient pousser des choux. Et puis le terme Cabbage Town, c'était presque une insulte qui venait des gens qui vivaient dans un quartier plus riche de Toronto, qui parlait de Cabbage Town comme si c'était une insulte auprès des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais maintenant, on est très fiers de notre Cabbage Town parce qu'on a même un drapeau de Cabbage Town. Et puis comme vous pouvez voir aussi, les petits jardins devant les maisons les gens sont de très bons jardiniers et puis ont réussi à faire des choses assez intéressantes parce que si vous regardez la quantité d'arbres, on doit utiliser des plantes qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de soleil et tout ça. Alors on est très fiers de nos jardins de Cabbage Town. La canalisation de la rivière s'est passée autour des années 1890. On croyait que ce serait une façon de nettoyer la rivière, c'est-à-dire qu'en ayant un canal, le cours de la rivière irait plus rapidement et tout ça. Une autre chose qu'on espérait avec la canalisation, c'est qu'on espérait pouvoir faire fonctionner des bateaux qui seraient venus pour desservir les différentes industries le long de la rivière. Cependant, tout ça n'a pas fonctionné. On s'est vite rendu compte que le courant de la rivière ne pouvait pas être aussi facilement manté. Et ensuite de ça, et aussi à l'époque, les trains commençaient à arriver. Les trains sont arrivés ici à Toronto autour des années 1850. Et puis à ce moment-là, finalement, ça a détrôné le transport par bateau et tout ça. Enfin, on voit des différentes choses, les changements qui se sont passés aussi
Dans les années 1950, 1960, c'est à ce moment-là qu'on a construit le Don Valley Parkway qu'on entend, parce que finalement, ce que vous entendez, c'est pas les vagues de l'océan, c'est plutôt la circulation sur une autoroute qui est le Don Valley Parkway, qui est tout près d'ici, qui est en parallèle finalement avec la rivière Don et qui est ici. De l'autre côté, finalement, c'est Riverdale. Et puis finalement, Riverdale, à l'époque, était un terrain où on avait des fermes et tout ça. Et puis souvent, les fermiers qui faisaient pousser leurs légumes et tout ça allaient les vendre au marché Saint-Lawrence, au centre-ville de Toronto. Et ils passaient par ici. La rue où on était tout à l'heure, qui est la rue Winchester, était finalement la rue qui connectait Riverdale au centre-ville de Toronto, et ça permettait aux fermiers d'aller vendre leurs produits de la ferme au marché Saint-Lawrence. Ici, l'hiver, c'est quand même très agréable aussi. Quand on a de la neige, il y a beaucoup de glissades qui se font, donc il y a des sports et pendant l'été et pendant l'hiver aussi. L'énorme édifice de l'autre côté de la vallée, c'est Bridgepoint, qui est un hôpital, comment dirais-je, un hôpital surtout de réadaptation. À l'époque, au milieu du 19e siècle, c'était une maison de refuge où c'était toutes les personnes, les indigents, les personnes, les femmes, par exemple, qui avaient perdu leur mari puis qui n'avaient plus un sou et tout ça, donc pouvaient aller à la maison de refuge. Éventuellement, la maison de refuge s'est transformée avec les différentes épidémies qu'on a eues, des épidémies de choléra, par exemple, qu'on a eues ici à Toronto. Et puis, finalement, la maison de refuge est devenue aussi un hôpital où on isolait les personnes. Et éventuellement, à mesure que les années progressent et on a maté les maladies infectieuses, c'est devenu un hôpital de réadaptation qui était à l'époque appelé l'hôpital Riverdale, et puis maintenant qui a changé dans les dernières 15 ans, on les appelle l'hôpital Bridgepoint. Et puis cet édifice-là qu'on voit a ouvert en 2013 finalement. De l'autre côté, on ne le voit pas, mais de l'autre côté de cet édifice-là, c'est la prison Don, qui a été elle aussi construite au milieu du 19e siècle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les prisonniers de la rivière Don ont été utilisés comme main-d'œuvre très pas chère pour justement canaliser la rivière. Et puis, on leur faisait faire des travaux de ferme et tout ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la rivière, par exemple, quand l'hôpital général de Toronto a été ouvert ici, ça a été une controverse parce qu'on trouvait qu'on était trop près de la rivière, puis il y avait des marais, puis on croyait que ça causerait des maladies et tout ça. Alors que là, maintenant, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, où on trouve finalement que être près de la rivière et près de la vallée est un atout ou bien pour vivre ou bien pour un hôpital, finalement. Alors, c'est notre petite histoire de la vallée de la rivière Don.